C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommet, depuis 2016, le gouvernement béninois a entrepris une série de réformes visant à améliorer l'image du secteur du cadre de vie. Lors d'une émission télévisée, le ministre du cadre de vie et du développement durable, José Tonato, a présenté les avancées réalisées dans son ministère. Le conseil communal de Koman a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année sous la direction du maire Bernard Kofi Adan-Rokpe. Cette réunion a rassemblé des conseillers autour de plusieurs points inscrits à l'ordre du jour. Plus de précisions dans ce journal. Au cœur de l'actualité internationale en RDC, les autorités congolaises ont annoncé avoir déposé au Sénat une requête de levée d'immunité contre l'ex-président Joseph Kabila, accusé de trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité, aux côtés du M23. Les détails dans un instant. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Le secteur du cadre de vie est l'un des domaines où les initiatives du gouvernement ont un impact significatif. Parmi les actions menées par le gouvernement de la rupture, on trouve la réhabilitation et l'aménagement des routes dans certaines villes du Bénin, la modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans les grandes villes. José Tonato, ministre du cadre de vie et du développement durable, a dressé le bilan des réalisations. Suivant un extrait de ses propos. Le Bénin est certainement l'un des pays africains, j'allais même dire mondiaux, où le président de la République et le ministre de l'économie et des finances sont sensibles aux questions du climat. Nous avons un conseil béninois de développement durable, présidé par le président de la République lui-même. Nous avons une autorité d'enregistrement des projets carbone pour la mobilisation du financement vert, sous la houlette du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. Nous avons, aujourd'hui, nous sommes allés à la COP, on était le seul pays à avoir tout le dispositif d'encadrement des projets et d'enregistrement des projets carbone. Faisons un bilan, tous les projets PAG, le bilan carbone est fait, les études d'impact environnemental et social sont faites, les certificats sont délivrés après que les PGES, les programmes, les plans de gestion environnementale et sociaux soient validés. Avant, c'était l'exigence des projets financés par les bailleurs seulement. La démarche, l'intégration de l'environnement et du climat dans la programmation budgétaire est actée par la loi des finances. Donc, nous sommes partie prenante aux côtés du ministre des Finances pour la planification et la programmation budgétaire. Je ne vais pas citer les projets détails. J'ai parlé du PAVIC, projet d'adaptation des villes au changement climatique. Toute notre côte aujourd'hui est largement avancée sur la maîtrise de l'érosion côtière. Le dernier maillon sur lequel nous sommes, c'est le maillon régional que nous partageons avec le Togo, 3 km de côte, depuis Abaudranfort jusqu'à l'embouchure du Roi à Grand Propos, où le Bénin est le premier pays africain à expérimenter la nouvelle technique de protection côtière qu'on appelle le moteur de sable. Si vous allez à Grand Propos, vous ne verrez pas beaucoup d'épis, vous verrez que des petits épis, mais on constitue un moteur de sable qui alimente l'érosion et qui corrige l'érosion sur 15-20 ans. Ça préserve les plages plus belles parce que les épis sont quand même des enrochements qui dégradent l'esthétique des plages. Vous avez dû voir que sur le volet environnemental, nous avons commencé à draguer les chenaux du lac Aémé. Djondji Rouclou a été fait, nous faisons un dragage complémentaire. Et depuis qu'on a fait ça, la production de poissons et des produits halieutiques a bondi dans les chenaux au niveau de Djondji Rouclou. Il y a également un programme d'assainissement, des plans d'eau pour réhabiliter également les sites en cohérence avec tout ce que nous faisons déjà dans la préservation et la protection des zones de mangrove qui jouent un rôle fondamental dans la régulation du climat et également participent à la beauté des sites balnéaires touristiques que nous sommes en train d'aménager depuis Fille-Rossé jusqu'à Grand Propos.
Tout ça, c'est un ensemble, mais la question climatique et environnementale est gérée par le ministère du cadre de vie, mais en étroite collaboration avec d'autres secteurs comme l'agriculture, comme l'énergie, où les premiers plans d'adaptation au changement climatique ont été adressés pour ces secteurs-là. Nous les suivons ensemble, nous travaillons de façon collégiale, mais le Bénin est, je ne dirais pas le meilleur élève, mais un des élèves modèles en matière de démarche pour maîtriser le climat et maîtriser les impacts de l'environnement. Autre information, dans cette édition, le Conseil communal de Koma a tenu sa deuxième session ordinaire de l'année sous la direction du maire Berna Kofi Adanrokme. 7 points sont inscrits à l'ordre du jour de ces assises qui ont connu la participation des conseillers. Ainsi, durant les 3 jours de travaux, ils ont procédé à la validation ainsi qu'à l'adoption de ces différents points qui relèvent de la vie de la commune de Koma. Raphaël Saurin et Innocent Zokmon pour le reportage. L'arrivée des partenaires belges à Koma dans le cadre d'une mission de travail fait partie des 7 points inscrits à l'ordre du jour de cette deuxième session ordinaire de l'année 2025. Ils iront au niveau de Saradji, ils iront au niveau de Mitokbodji, ils iront au niveau de la poterie de Oumanko. Donc nous avons prévu tout ça, nous avons validé. Ils verront également de façon culturelle tout ce qui se passe chez nous. Par exemple, les démonstrations de Zangbeto. Et puis à Gbadja, on va les amener à esquisser un peu les pas de danse d'Agbadja. Ce sera une expérience immersive pour les partenaires belges qui auront l'occasion de découvrir les réalités, de même que les richesses de la commune de Koma. Pour le maire Berna Kofi Adanrokme, c'est une visite qui sera bénéfique pour ses administrés. Nous allons travailler sur l'économie locale, l'agriculture. Nous allons travailler également sur le tourisme, l'emploi de la jeunesse. Aujourd'hui, nous sommes en train de l'oublier, mais le président Patrice Talon n'a pas oublié. C'est pourquoi il a créé Golo Djigbe là-bas, GDIZ. Donc nous aussi, nous devons aborder cette question avec nos pairs et faire des échanges. Ce qu'ils font là-bas, comment ils le font, ils vont nous donner aussi de conseils ici et puis nous allons essayer de revivre tout ça là pour pouvoir donner de l'emploi à nos jeunes. Au cours de cette session, il a été également procédé à la validation du compte administratif gestion 2024. Ce document a été adopté pour le bonheur de toute notre communauté. Et au cours de cette adoption, comme vous pouvez le constater, nous avions eu à faire des observations à nos cadres techniques. Au chapitre des adoptions, plusieurs points ont été pris en compte, dont entre autres ceux relatifs aux subventions accordées aux écoles primaires publiques pour le fonctionnement des cantines scolaires et l'organisation des séances de travaux dirigés. Aussi, une subvention est-elle accordée au lycée des jeunes filles de l'Okosa. La mairie de Koma a subventionné à hauteur de 600 000 pour aider ces filles à continuer les études. Pour ce qui concerne les travaux dirigés dans les écoles primaires, parce que notre commune, c'est une commune à statut ordinaire. Donc nous intervenons dans les écoles primaires. Et par rapport à ça, les élus ont adopté une subvention d'1,5 million pour accompagner les élèves en classe d'examen, surtout examen du CEP. Pour ce qui concerne les cantines scolaires, c'est à hauteur de 3 millions. Tous autant que nous sommes, c'est le développement de la commune de Koma qui nous préoccupe. Et on met de côté nos différentes dissensions pour regarder dans la même direction, histoire d'atteindre nos objectifs. À l'issue des travaux qui ont duré 3 jours, du lundi 28 au mercredi 30 avril 2025, plusieurs recommandations ont été faites. La principale et urgente, à en croire le maire, est l'organisation d'une session extraordinaire pour se pencher sur le dossier de l'aire de jeu de Tengue Kodji. Dans un tout autre registre, à présent au Sénégal, à l'occasion du 1er mai, fête internationale du travail, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a reçu officiellement les cahiers de doléances présentés par les syndicats.
Cette cérémonie traditionnelle constitue un moment privilégié de dialogue permettant au président de réaffirmer son attachement aux valeurs de dignité du travail, de justice sociale et d'équité suivant. Nous savons que l'un des défis majeurs de notre pays reste l'emploi des jeunes, une priorité nationale. Face à cet impératif, le gouvernement déploie des politiques cohérentes et adaptées à travers des programmes d'insertion professionnelle, de soutien à l'entrepreneuriat, ainsi que de renforcement de la formation professionnelle et technique. Il importe de souligner qu'en dépit des tensions économiques, le marché du travail en 2024 a connu une dynamique positive. Ainsi, le nombre de contrats de travail enregistrés par les inspections du travail et de la sécurité sociale est passé de 61 036 en 2023 à 77 870 en 2024. Ce progrès témoigne de la résilience de notre économie et des efforts conjoints de tous les acteurs. De surcroît, la conférence sociale tenue les 24 et 25 avril 2025 a permis d'identifier des pistes de solutions concrètes. Celles-ci seront co-construites avec l'ensemble des partenaires sociaux, économiques, techniques et financiers. Les conclusions issues de ce cadre de concertation, structurées autour d'un agenda de réformes concertées, guideront nos prochaines actions. En particulier, l'élaboration de la nouvelle politique d'emploi et la révision de la Convention nationale État-employeur. Nous devons construire une passerelle solide entre la formation et le marché de l'emploi. Former pour insérer, former pour entreprendre, former pour innover. Nous veillerons également à moderniser davantage la formation technique et professionnelle, à soutenir les filières d'avenir et à renforcer l'implication du secteur privé dans la définition des curricula et des opportunités de stage et d'apprentissage. Mesdames, Messieurs, chers travailleurs, chers employeurs, je réaffirme ici l'engagement indéfectible du gouvernement aux valeurs fondamentales du travail, que sont la dignité, la liberté du travail, la liberté syndicale, la liberté d'entreprendre et le respect des droits et devoirs de chacun. Ces valeurs fondent notre modèle social. Elles nous commandent de bâtir une société dans laquelle l'effort est reconnu et récompensé, la solidarité renforcée et les libertés individuelles pleinement garanties. Dans cette optique, il est fondamental de disposer d'une administration du travail forte. Une administration du travail dotée de ressources humaines compétentes, motivées et d'une inspection du travail renforcée à tous les niveaux, apte à faire face aux défis multiples du monde professionnel contemporain. J'engage donc le gouvernement à finaliser d'une part les projets de code du travail et code de sécurité sociale et leurs textes d'application, et d'autre part les projets de textes renforçant les moyens d'intervention de l'administration du travail. Ces différentes réformes auront le mérite de promouvoir l'attractivité de l'environnement des affaires, les opportunités de création d'emplois massifs et décents, le renforcement de la protection du travailleur, la stabilité du climat social, l'optimisation et la modernisation des procédures de régulation du marché du travail, la justice sociale, l'équité et la non-discrimination au travail, une meilleure gouvernance des institutions de prévoyance sociale, mais aussi l'extension de la protection sociale aux travailleurs de l'économie informelle, avec l'institution d'un régime simplifié applicable aux très petites entreprises, l'institution d'un régime de sécurité sociale obligatoire au profit des travailleurs indépendants, y compris ceux du monde rural. Mesdames, Messieurs, le chemin emprunté, celui de la vérité et de la transparence, est certes difficile, mais notre volonté de transformer le Sénégal est indéfectible.
En République démocratique du Congo, la justice militaire a officiellement saisi le Sénat pour demander la levée de l'immunité de Joseph Kabila. L'ancien président, aujourd'hui sénateur à vie, est soupçonné de lien avec l'Alliance Fleuve Congo, la branche politique du M23. Il est poursuivi pour trahison, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Le reportage. En République démocratique du Congo, la justice militaire a saisi le Sénat pour lever l'immunité de l'ancien président du pays, Joseph Kabila. Soupçonné de lien avec l'Alliance Fleuve Congo, la branche politique du M23, Joseph Kabila est poursuivi pour trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité et participation à un mouvement insurrectionnel. Le ministre de la Justice congolais a déclaré mercredi 30 avril 2025 que des preuves irréfutables ont été rassemblées et ces documents prouveraient l'implication de l'ex-chef d'État dans ces crimes. Toutefois, en sa qualité d'ancien président, Joseph Kabila est sénateur à vie et dispose à ce titre d'une immunité. Le Sénat doit donc se prononcer sur la levée de cette immunité qui autoriserait de fait des poursuites mais accorderait également à la justice d'agir sur le patrimoine de Joseph Kabila. Le parti de Joseph Kabila, suspendu par le gouvernement, a contesté ces accusations. Au Kenya, la violence a frappé en pleine rue à Nairobi ce mercredi. Un député a en effet été abattu dans la capitale. Des témoins oculaires ont rapporté que l'honorable Chalwere avait été attaqué par deux assaillants circulant à moto. Suivons. Un député de l'opposition kenyane a été abattu dans la capitale Nairobi. Charles Were a été assassiné dans la nuit de mercredi à jeudi après que sa voiture se soit arrêtée à un rond-point sur une route principale très fréquentée. La police a décrit l'incident comme un crime ciblé et prémédité. Le président kényan William Ruto a exhorté la police à mener une enquête approfondie. Nous étions avec lui aujourd'hui au Parlement, comme elle a dit, tout l'après-midi, et il est parti à peine 30 minutes avant de trouver la mort. Nous voudrions donc demander à la police de mener une enquête approfondie sur cette affaire et de partager avec les Kenyans aussi vite que possible ce qui est arrivé à notre collègue, l'honorable Gondo Were. D'après le communiqué de la police kenyane, M. Were était en compagnie de son chauffeur et de son garde du corps lorsqu'une mototaxi s'est approchée de leur voiture et qu'un passager en est descendu. Ce dernier s'est ensuite approché de leur véhicule avant de tirer sur le député. Ce que nous avons, ce sont des rapports préliminaires sur ce qui s'est passé. Mais les enquêtes sont en cours pour établir ce qui s'est réellement passé. Charles Were a été réélu en 2022 pour représenter la circonscription de Kasipul dans l'ouest du Kenya pour le parti Orange Democratic Movement. Le chef de l'opposition, Raila Odinga, a décrit Were comme un vaillant fils de la terre. En France, une semaine jour pour jour après la mort d'Aboubacar Cissé, tué dans la mosquée de la Grande Combe où il était venu prier, sa famille a décidé de saisir la justice. Ce vendredi 2 mai, les avocats de la famille du jeune Malien vont déposer une plainte au tribunal judiciaire de Paris. Le reportage. La famille d'Aboubacar Cissé dépose une plainte pour terrorisme. Il y a une semaine, ce jeune homme de 22 ans a été assassiné à la mosquée de la commune de la Grande Combe, dans le sud de la France continentale. On regrette fondamentalement et on ne le comprend pas. Jeudi, dans la presse française, Yassine Bouzou et Mourad Batit, tous deux avocats du défunt, ont indiqué leur intention de se constituer partie civile. Maître Bouzou trouve incompréhensible que le caractère terroriste de l'assassinat ne soit pas reconnu dans la qualification juridique du crime. D'actes islamophobes visibles en France, c'est parce qu'il y a un climat islamophobe, il y a une islamophobie d'atmosphère. L'avocat souligne l'acharnement de l'agresseur contre un homme qu'il ne connaissait pas, ajoutant que l'intention était bien de troubler gravement l'ordre public par la terreur, un critère légal pour que le parquet national antiterroriste se saisisse de l'affaire. Il aura fallu des mois de négociations marquées de graves tensions pour que Washington et Kiev s'accordent sur un partenariat économique
pour l'exploitation des ressources naturelles ukrainiennes. Cet accord intergouvernemental prévoit la création d'un fonds d'investissement et de reconstruction. Les habitants de Kiev et les membres des familles des soldats ukrainiens disparus ont réagi à cet accord cet après-midi. Les populations de Kiev et les familles des soldats ukrainiens disparus ont réagi à l'accord sur le minerai conclu entre les États-Unis et l'Ukraine. Après des mois d'intenses négociations, les deux États ont signé un accord qui devrait permettre à Washington d'accéder aux ressources naturelles essentielles du pays. Je ne crois qu'en ce qu'il y a de mieux. Toute autre chose est difficile à accepter. Qu'il s'agisse de négociations ou d'autres choses, je continue de croire et d'espérer que toute action aboutira à un résultat qui mènera notre Ukraine à la victoire, seulement à la victoire. Peu de détails ont fuité sur cet accord que les autorités des deux pays jugent déjà équitable devant un peuple qui veut en savoir plus. D'une part, si l'on lit certaines sources, la signature de l'accord est une sorte de garantie de sécurité. D'autre part, nous devons voir quelles sont les conditions. Et il n'est pas certain que nous verrons un jour le texte intégral du document. Si nous le voyons, nous serons en mesure de faire des commentaires en connaissance de cause. Par ailleurs, d'autres Ukrainiens ruminent leur frustration face à cette convention qui, selon eux, constitue un abus. Je me sens terriblement mal à l'idée que nos ressources humaines soient considérées comme de la viande en temps de guerre. Notre terre n'est qu'une monnaie d'échange pour le reste du monde et nous ne disposons pas de protection totale, mais nous dépendons de quelqu'un d'autre. Ma vision est qu'au lieu de nous renforcer, nous continuons à tout donner. Je suis désolé pour notre pays et pour notre peuple. C'est la seule chose qui se passe réellement. Je suis sûr qu'il y a d'autres accords possibles, à part ceux qui nous rendront pauvres dans tous les domaines. Cet accord est censé assurer à l'Ukraine le soutien de son allié le plus important qui jusqu'ici a été essentiel dans sa lutte de 3 ans contre l'invasion à grande échelle de la Russie. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.